till Tozio. Rum. Et bonsoir. Et bonsoir. Je viens de découvrir le film avec vous. Et donc, je suis à la fois en train de le digérer. Enfin, c'est beau film avec vous. Je suis à la fois en train de le digérer. Donc, je vais vraiment poser je sais pas, les premières choses qui me viennent à l'esprit. Et donc, ça va être vraiment pas du tout filtré. Très instinctif. Et en regardant les films, j'ai eu cette réflexion qui est que tu as d'une certaine manière dédié ta vie à deux choses, au cinéma et à la langue. Et deux choses qui sont à la fois, qui peuvent être très harmonieuses, mais qui peuvent aussi être dans une forme de contradiction. Enfin, je pense qu'il y a un certain cinéma, d'habitude c'est le cinéma plus conventionnel, où la langue et le cinéma, les images, c'est quelque chose de très très harmonieux. Enfin, il y a une harmonie, puisque la question c'est quelle est la signification des choses. Mais il y a une forme de cinéma où ces valeurs parfois peuvent être contradictoires. Et je me suis dit que, par exemple, que pour moi, d'une certaine manière, ton projet en général, mais plus que jamais, je pense, dans ces films-là, c'est une sorte d'insurrection contre l'automatisme de la langue. C'est-à-dire, c'est prendre... parce qu'on entend des mots, et évidemment, on cherche la signification, on dit les films portent sur quoi, qu'est-ce que les gens disent, quelle est la signification, et toi, tu viens ici et tu dis, d'abord, écoutez le R. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, avant de vous poser la question, qu'est-ce qu'a dit, je sais pas, Orlino, ou qu'est-ce qu'a dit tel, écoutez d'abord les R, la vérité est dans les corps des mots, et dans la physique des mots, et pas forcément dans les mots regroupés à une phrase, à un paragraphe, et je sais pas. Donc j'ai eu un peu cette réflexion, ça m'intéresserait. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. J'espère que c'était pas trop théorique. Hein. Tu dois avoir raison, mais moi j'ai pensé que toi tu as fait des films qui sont un peu qui sont un tout petit peu à côté de... Pas à côté, mais proche de ça, parce que c'est quand même dans Ganenet, que je ne sais pas comment ça s'appelle. Dans Steve Fries. Oui. Et Synonyme, c'est-à-dire que tu avais quand même envie de poser la question de la langue à l'intérieur des films, non? C'est-à-dire que c'est là. Oui, mais c'est-à-dire... Et en plus, je pense qu'il était en jaune. C'est-à-dire qu'il y avait quand même... que c'était important que dans Synonyme, le mec était en jaune, habillé en jaune. Hein? C'était une trouvaille. Mais le film, sans ce jaune-là, avec lequel son manteau jaune, le film n'existe pas. Entre autres, mais... Donc il y avait la couleur aussi. C'est-à-dire que c'est pas que la forme, etc. Il y a la couleur. Oui, tout à fait. Mais, enfin, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que par exemple pour toi, c'est compliqué de filmer des gens qui parlent? Enfin, tu te demandes comment on filme les gens qui parlent. Est-ce qu'il y a chez toi une sorte parfois de soulagement de filmer des fleurs, par exemple?
J'ai envie de te dire que c'est pareil. Que je regarde les personnes comme des fleurs, les fleurs comme des personnes. Mais dans ce film, il y a une différence formelle, c'est-à-dire que les personnes sont filmées à une certaine distance, et le cadre est fixe. Et les fleurs, quand je filmais, et les fleurs, je filmais moi-même, et je les touchais presque. C'est-à-dire que je les filmais avec le téléphone, parce que vraiment, je ne crois pas qu'on peut faire ces plans avec une caméra, parce que j'étais à ça. Mais pour les deux cas, ce que je cherchais, que c'est vraiment incarné, c'est-à-dire que ce soit carné, je ne sais pas comment on dit. Incarné, carné, c'est-à-dire que ce soit carne, bah ça, hein, quoi. Ouais. Que ce soit, oui, c'est ça. Ouais. Et eux, oui, évidemment, par leurs paroles, parce que je crois que la lettre R, c'est la plus, surtout quand on la roule, c'est la plus charnelle, moi je crois. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, Ami qui est là, mais bon, tu me diras après. J'ai aucun rapport avec le charnel. Donc... Avec quoi? Avec le charnel. Ah, d'accord. C'est dans les sphères volantes. Je pense qu'il y a beaucoup de lettres qui ont rapport avec le charnel. D'accord. Donc en fait, le choix des R, par exemple, c'est aussi une sorte de manière de donner du cher au mot. Oui, je crois que oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Mais je suis étonnée que les gens m'ont raconté toutes ces histoires qui ont confirmé quelque chose que j'ai commencé par intuition. Ça commençait comment? Enfin, vous auriez pu aussi faire une film de la même manière sur la lettre L, sur la lettre... Non. donc ça commençait comment? C'était déjà dans peut-être le premier de la série, c'était dans D'une langue à l'autre. Il y a la poétesse Aggie Michon qui raconte comment elle a passé des heures et des heures devant le miroir pour perdre le R hongrois, rouler, comme Orly, hein, pour parler en hébreu sans accent. Donc elle dit qu'elle a passé des heures. Mais elle n'était pas la seule, il y avait quelqu'un que tu connais, mais j'ai donné son nom parce que tu le connais, c'est Mickey Kratzmann, qui est un photographe et argentin, et qui m'a raconté exactement la même histoire, qu'il a passé des heures devant le miroir. Donc c'était déjà là, il y a 20 ans, parce que d'une langue à l'autre, j'ai fait bon. Après, il m'a fallu 20 ans et 10 films pour savoir comment je fais un film, comment je peux me permettre de faire un film autour de un air. Et d'une certaine manière, je pense que je trouve ça très intéressant que dans ce film, encore une fois, on ne parlait pas seulement de la lettre R, mais d'essayer de filmer, j'avais l'impression, la R. Enfin, dans ces moments où il y a c'est ça. Ah, IR, tu veux dire? Oui, il y a oui. entre l'interlocuteur ou un interviewé et l'autre, on filme. Il y a de l'air. C'est ça. On prend l'air. Oui. Mais tu sais, c'est très important que R en hébreu, c'est le plus évident pour moi, c'est le ruach. Donc c'est le vent qui veut dire ruach. Et en fait, Georges Bloch, qui était le concepteur du son, a proposé, donc il y a la Ursonate, je peux tout de suite revenir, mais qui est au début, que chante Jaap Blom, qui fait vraiment la poésie sonore, et qui a chanté cette Ursonate qui dure 30 minutes. L'autre jour, il était là, et il m'a dit qu'il a chanté 400 ou 500 fois. Mais la consigne était quand il a improvisé sur les fleurs, et tout le plan de fleurs, il a improvisé, et la consigne était qu'il tourne autour de R, A-I-R. C'est-à-dire donc la respiration, les souffles, etc. Donc, on tournait, et moi, c'est vrai que les fleurs, j'attendais, ou les arbres surtout, j'attendais le moment où ça commence par le silence, et après ça commence à bouger. J'ai l'impression même que quand je passe du noir et blanc à la couleur,
C'est-à-dire que pour moi, je mis des mouvements parce qu'il y a du temps pour passer du noir et blanc à la couleur. C'est comme si c'était un mouvement aussi. Oui, et c'est comme si il y a, je pense aussi, ce passage de ces chants sonores et de nouveau les mots, les paroles, et on retourne aux chants sonores, comme si le film tout le temps est lui-même, je sais pas, de son opposé peut-être, ou comme si le film essaye d'articuler ou d'aligner je sais pas, les syllabes et les mots, ce qu'on comprend, ce qu'on comprend pas, ce qui est en sens, ce qui est peut-être insensé. Et quand vous avez choisi les participants, Tu dis vous? Et quand tu as choisi quand tu as choisi les participants, tu as posé la question: est-ce que tu as une histoire intéressante sur la lettre R? C'était pas, d'où ça sortait de là? Enfin, on t'a appelé et tu as dit parlons de la lettre R, ou c'est-à-dire c'était des gens, c'était quoi la clé du choix de... C'est très... Non, c'est très... Je ne sais pas. Oui, je voulais que les gens qui parlent de R, et le hasard m'a permis de, je ne sais pas, de rencontrer des gens qui avaient des histoires auxquelles je ne m'attendais pas. C'est-à-dire, Misako, la japonaise, je la connais depuis très très longtemps. Je sais qu'en japonais, il n'y a pas de R. Donc je me suis dit, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle a à dire. Je ne savais pas que c'est... Elle habitait rue Rollin, Nola, et que son père, donc ça, elle m'a raconté comme ça. Donc, je connaissais certains, d'autres, je n'ai pas connus au départ, et à mon étonnement, c'est ça, ils pouvaient me raconter des choses sur la R. Mais je n'ai pas rencontré, après que je finis le film, des dizaines de gens qui pouvaient me raconter des histoires. Ouais. Et je n'ai pas vu des dizaines de personnes, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y a beaucoup. Je n'ai pas eu beaucoup. La seule que je crois que j'ai vue, c'est que par exemple de plus, il n'y a pas beaucoup. J'ai vu Jane Birkin, et je lui dis oui, je vais faire un film sur l'accent, etc. Elle dit que ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire que Jane Birkin, l'accent, elle n'en a pas, quoi. Et tu dirais, enfin, que d'une certaine manière, c'est-à-dire, est-ce que pour toi, dans le film, enfin, cette ère, il y a l'idée de la ère comme quelque chose d'identitaire, c'est-à-dire ère qui à l'intérieur de tes mots, de ta phrase, du coup, clignote cette ère et dit il y a une autre histoire derrière, où tu viens de quelque part, où il y a une histoire tout court. C'est comme si on peut beaucoup dire, beaucoup parler, mais il y a cette ère chaque fois qui... Moi, identitaire, j'aime pas les mots. Pas seulement j'aime pas les mots, je sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que ça, j'arrive, c'est-à-dire on en parle, moi je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'étais très content quand un jour Carlo Ginzburg, quand il a dit ça, j'ai dit ouf, je veux aussi c'est pas un outil avec lequel je travaille, identitaire. Parce que ça bouge, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais évidemment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais déjà, toutes les personnes dans le film, ils sont au moins bilingues. C'est-à-dire que s'il n'y a pas deux langues, ou deux dialectes, ou deux je ne sais pas quoi, on ne peut pas comparer un à un autre. Et ça veut dire déjà que s'il y a plusieurs langues, plusieurs parties de soi, Louba en parle très bien, que son être bilingue, c'est son être bilingue, et que le R, pour elle, c'est animal. Bon, on est déjà dans
déjà animal, pas animal, etc., etc. Donc déjà, il y a des passages, il est à la frontière, et la frontière est très présente. Si Guy Régis qui est là, merci d'être là. Et on parle de cette histoire que c'est vie et mort autour de Père Echil. Et dans la Bible, le Shibboleth, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire, donc on est déjà... Et en plus, ça se passe pareil, à la frontière. On demande aux gens, dis un mot, et si tu le dis mal, boum, tu es massacré. Mais la frontière est dessinée. Dans la Bible, c'est le jour non. Hein, dans le Ever Ayarden, dans le passage. Donc il y a tout le temps passage. C'est-à-dire que c'est ça pour moi le mouvement. C'est-à-dire qu'il y a passage. Bon. Mais et toi qui es aussi un être bilingue, tu ressens ce même passage. Là, par exemple, quand tu parles, tu ressens les mêmes passages ou les mêmes... Mais moi, je suis, oui, d'accord, bilingue, mais il se trouve que les deux langues, et l'allemand et l'hébreu, il y a dans les R, pas roulé. Mais c'est vrai que je me rappelle, j'avais des gens proches de ma famille et autres qui parlaient l'hongrois, que c'est une langue que j'adore. Et j'étais toujours devant cette R qui roulait comme ça. Et je me suis dit, ils font exprès ou quoi? C'est vraiment dans leur langue, c'est R. Je me rappelle petite, fascinée, à attendre comment ils vont dire mon nom. Et je ne comprenais pas très bien pourquoi au milieu de mon nom, il y a cette lettre. Mais pas cette lettre, ce son qui se dit tellement différemment. Et comme je ne savais pas écrire, je comprenais que ça doit être quelque chose du même, mais c'était tellement différent que je comprenais que c'était étrange, que c'était si différent. Mais c'était aussi étrange et fascinant. Parce que quand ils vont parler, comment ils vont prononcer, entre autres, mon nom, prénom. Oui, en plus, oui. Oui. Mais voilà. Vous voulez poser une question? Quelqu'un? Vous commencez le film avec une expérience synesthétique des prénoms. Vous commencez le film avec une expérience synesthétique des prénoms et des couleurs, et vous rappelez ça durant tout le film. Je me demandais si vous aviez aussi une synesthésie des différentes prononciations du R. Synesthésie. Oui. J'ai dit que justement le R avait pas de couleur, justement parce qu'il changeait parce que les sons étaient si différents que je pouvais pas lui donner une couleur. Hein. Mais quand j'explique les histoires de la synesthésie, le nom c'est un exemple pour les mots. Mais en fait, c'était comment dire, les phonèmes, c'était juste les R, le B, etc. Hein. Donc, le R était justement celui qui change tout le temps, pour moi, et qui n'arrive pas à avoir une couleur. Par contre, Luba, qui elle aussi est synesthésique, et que je ne le savais pas du tout, et elle m'a dit, comment tu savais que pour moi le R est bleu? Parce qu'en fait, elle a la couleur bleue, et moi je ne savais rien. C'est-à-dire que c'était... Mais elle m'a dit comment, elle dit, mais on n'en a pas parlé. Et on n'en a pas parlé, et je lui ai donné la couleur bleue. Moi, c'est... Je m'entends là quand je parle là? Oui. Pas beaucoup. Ce qui me... Plus près, voilà. Je vois pas tellement le rapport entre le R et l'air. Parce que pour moi, les lettres qui évoquent l'air, c'est pas du tout le R. C'est plutôt le F, le Ch, le P, même le V. Mais le R, non. Le R, pour moi, c'est pas du tout de l'air. C'est presque le contraire. Et je n'arrête pas de dire R. Quand je veux dire qu'il n'y a pas d'air dans le R. Oui, mais c'est vrai que parfois on se sait qui ferme, qui ouais, dure, comme voilà, dit. ça c'est... Mais je trouve que y a Blond a vraiment pu, moi je trouve, hein, dans qu'a Blanc. pu mettre Blond. Il y a
celui qui fait le son. Ah oui, oui. Il a pu mettre de l'air dans le R. Et tous les intermèdes avec les couleurs, où il y avait enfin, les bruits de vent, là. C'est le bruit qui fait, on est d'accord, il y a Blond avec sa voix. Ah oui, c'est lui qui fait ça, d'accord. Et il fait à un moment donné ra 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 quand on est rouge. Je pense que déjà l'idée qu'une lettre a plusieurs couleurs, par exemple, ou une lettre, on peut se débattre ici, ou je sais pas, quelle couleur, ou si le R c'est R, ou si c'est R c'est un mur. Je pense, ou c'est pas un mur, bon, je ne sais pas, mais je veux dire, je pense qu'elle a... Joli. Ouais, mais Quel est le contraire de l'air, c'est le mur. Oui, c'est le mur. Mais je pense que là-dedans, justement, il y a quelque chose... Enfin, encore une fois, je pense que c'est fascinant par rapport à cette question des mots. Parce que bon, je pense qu'on peut interpréter des phrases, mais ici, vraiment, je pense qu'il y a une sorte de radiographie de la parole qui... C'est pour cela que je dis au début qu'il a ici une sorte d'insurrection aussi contre, je pense, contre les mots, dans le sens que ça rentre à l'intérieur du corps des mots et se dit, avant de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut dire par le mot, je sais pas, révolution. Parlons sur le R de révolution. De résistance. Oui, ou résistance, il y a beaucoup de grands mots qui commencent au régime, je sais pas, aux républiques, mais françaises. Mais je veux dire, pénétrons à l'intérieur des R et regardons comment on comprend R différemment. On a des couleurs différentes en tête, on a des différents sentiments et sensations. C'est par rapport à celui qui parle, parce que justement, Guy Régis... Oui, absolument. C'est-à-dire que la douceur... Absolument, donc, oui, justement, ça, la douceur Donc, je pense qu'il y a ici quelque chose qui va contre cet absolutisme des mots. Parce que dans les mots, il y a un côté, dans les paroles, il y a un côté absolutiste qui dit... Il dit ça, 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 et ça, et ça, et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il a raison, moi, je pense qu'il a tort, moi, je pense qu'il a... Mais... oui. Oui, je m'appelle Ruth et je suis argentine, donc là, Vous avez dit Argentine. Argentine. Mais je dois expliquer pourquoi. Je travaille aussi avec des jeunes, j'explique pourquoi je m'appelle Ruth. Et c'est un nom que je ne sais pas comment prononcer en français, c'est Ruth. Mais je trouve que c'est intéressant l'idée de R comme mouvement, comme pas de couleur définie. On peut le prononcer de plusieurs façons et ça peut nous renvoyer à une certaine identité. Et justement, c'est ce qui nous fait bouger, passer les R, les R. Et je suis aussi... je prononce l'air en Argentine, on va dire Israël, mais moi, de par ma communauté, je disais Israël. Et tout de suite, on savait qui j'étais. Mais c'était les R prononcés en Argentine, bah c'est la question des dialectes, non? Donc c'est quelque chose qui identifie à quelqu'un, parce qu'on va prononcer les R autrement. Et ça permet le mouvement, ça permet, comme disait le metteur en scène, d'être plus doux, plus fort, ou l'identifier à un air de rougissement, ou à une caresse. Et je pense que toutes les lettres ne permettent pas autant de jeux, de variations. Déjà, moi je trouve que le R, c'est celui qui erre le plus à l'intérieur de la bouche. Parce que il est ou là, c'est-à-dire il n'y a pas une autre, je ne sais pas, mais des lettres qui sont là, au fond de la gorge, qui sont au bout de la langue, je sais pas. Moi j'ai l'impression que mon air est très limité, enfin le R. mais j'imagine que c'est... Je me demande si c'est des côtés un peu... Puisque, enfin, moi je suis né en Israël, si c'était pas un peu le côté fonctionnel par rapport, enfin, fonctionnel qu'on voit en général en Israël. Enfin, il fallait avoir le mot R, enfin la lettre R, puisque
puisqu'il faut, je sais pas, transmettre des choses, il faut dire des choses, il faut dire Israël, déjà. Donc je veux dire, il fallait avoir, mais je veux dire, il n'y a pas cette aura autour de la lettre R comme les gens qui savent faire les R ou les, moi je ne sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire, si des gens pressent dedans, donc je pense que R en hébreu, enfin, R qui a gagné en hébreu, qui a battu le R roulé ou le R plus, je sais pas, c'est un R, c'est une lettre un peu sèche, enfin, c'est un son assez sec et fonctionnel. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais je trouvais que c'était intéressant ce que disait la femme japonaise qui parlait du fait des muscles qui se contractent et de la différence en fait de... Je sais pas si c'est une forme de musculature en fait qui empêche en fait certaines personnes, qui empêche en fait qui rend plus difficile l'accès en fait à certaines consonnes, notamment bon, du coup la lettre R pour les personnes japonaises. Et en fait j'avais vu une exposition il y a quelques années sur les langues qui expliquait en fait que dans les forêts par exemple, dans les zones forestières, il y a beaucoup de dialectes, notamment en Amazonie. Et en fait, ce qui se passe dans ces zones-là, c'est que c'est des langues où il y a beaucoup plus de consonnes. Au contraire, en fait, si on va dans des zones plus arides, plus désertiques, je sais plus exactement ce que ça... peut-être qu'il y avait plus de voyelles, mais... je trouvais ça intéressant et je me disais que, en fait, moi, en tant que Français non bilingue, j'ai l'impression qu'on a un nombre défini de consonnes et de voyelles, mais en fait, ce nombre-là, en fait, on peut largement, ce que je me dis en regardant ce documentaire, c'est que on n'a pas fini on pourrait en inventer des nouvelles potentiellement. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Moi, ce que vous venez de dire, mais c'est très personnel. Moi, ça me fait. Moi, je suis toujours. Quand je commence à penser sur la forme de mon prochain film, je me pose toujours la question. Quel mouvement ou c'est quoi cette chose que la caméra peut faire et qu'on n'a pas encore exploré ou qu'est-ce que cet outil peut nous fournir encore, et en fait on n'est même pas conscient de cette option ou de l'option de son existence. Et donc ça me fait penser à ces consignes qui existent quelque part. Enfin, est-ce qu'il y a des consignes, des consignes qui existent quelque part, mais on n'a pas encore, puisqu'on s'est limité seulement à vivre dans un monde qui était restreint. On limite des consignes et donc on rate tous ces consignes optionnelles qu'on mourra, on ne saura jamais qu'ils ont existé. Mais on fait comme tous ces mouvements des caméras qu'on ne verra jamais. Et bon, c'est vraiment... Merci. Vous avez abordé une approche kinesthésique à deux endroits de ce film.
Je voudrais savoir, est-ce que les travaux ont été effectués avec les enfants dans l'apprentissage des prononciations des lettres et les couleurs? Est-ce qu'ils peuvent associer de cette façon, ou c'est une pure construction? Je ne sais pas, je crois peut-être, c'est même pas si c'est une construction, c'est une donnée comme ça qui sont certaines. Je sais qu'il y a pas mal de musiciens, non? 500, je ne sais pas qui. Qui je peux dire de Enfin. Ah non, mais oui, non, parce qu'on a eu le cas chez nous, j'allais dire. Avec Messiaen, quoi, surtout avec Olivier Messiaen, qui effectivement faisait un rapport entre les couleurs et les notes. Et très franchement, même si c'était très touchant, d'abord c'était absolument incompréhensible. Et je pense que c'est très bien, mais c'est chacun son rapport. Je pense pas qu'il y ait une réalité dans tout ça. Mais moi, je sais que pour avoir fait des répétitions avec lui, quand il te disait ton dos est un peu trop rouge, quand il te disait ton dos est un peu trop rouge, tu ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire. Bon, alors on le jouait un peu plus haut, on se disait qu'il est trop bas, on le jouait plus bas. Non, maintenant il est trop vert. Mais en même temps, c'était très joli. Non, mais je veux juste, du coup, j'en profite pour dire, par rapport au film, il y a quelque chose qui m'a touché, j'ai l'impression que vous n'en parlez pas, mais je ne sais pas, peut-être c'est parce que c'est personnel. Évidemment, si on parle du R, on parle aussi du coup de l'accent. On ne le veut pas, même si c'est un peu plus simple et plus naïf que l'intérêt sur le R. Et moi, j'ai ressenti ça aussi comme, l'accent, c'est quoi? C'est nos origines. C'est nos origines, c'est les gens d'avant, etc. Et je trouve bon que les gens, justement, pour parler de leur façon de parler, de prononcer le R, sont presque tout le temps obligés de convoquer le papa, la maman, surtout le papa, hein. Surtout le papa. Et bon, non, je dis la maman parce que moi, le russe, c'est la maman. Bon, ma mère a roulé les airs absolument jusqu'à la dernière, voilà, jusqu'au dernier moment. Souffle. Comment? Jusqu'au dernier souffle. Oui, voilà. Et puis la deuxième chose, pardon, je suis juste un tout petit peu étonné, ou intéressé en tout cas, pourquoi pas plus sur le R anglais? Ça m'a troublé parce que, alors bon, c'est peut-être aussi encore un problème personnel, mais dès qu'on parle du R, on parle de problème personnel. Donc, parce que moi, par exemple, je peux absolument pas prononcer le R, mais c'est une infirmité. Le R anglais, j'y arrive pas. Et des fois, je me suis demandé justement, est-ce que c'est pas justement parce que ma mère roulait les airs et que je ne pouvais pas passer à ce point-là d'une extrême à l'autre. Mais moi, le R, c'est un W en anglais. Bon, en anglais, au milieu du mot. Ah oui, c'est impossible, mais tout le temps, partout, surtout que quand on est prof de violon, il faut tout le temps dire why is the wrist, enfin, lève ton poignet. C'est juste impossible. Donc j'ai été étonné que tu n'abordes pas le... Donc tu ne peux pas enseigner les violons en anglais. Si, mais enfin disons qu'ils sont obligés de faire un effort, eux, quoi. Mais c'est vrai que... Oui. Bon, tu dis qu'on ne parle pas, on ne parle pas encore de plein d'autres langues, mais on en parle quand même, parce que le Norvégien dit bien qu'il a toujours rêvé d'aller en Angleterre ou en Amérique, parce que la question de R, pour lui, ne se posait pas, parce qu'on ne le dit pas du tout. Donc c'était vraiment la terre promise, là, où le R n'est pas prononcé. D'ailleurs, à mon avis, il habite à Londres. Peut-être c'est pour cela que l'écrivain, la Karl, non? Knausgaard. Oui, je pense. Oui, mais c'est ce qu'il a. Oui, mais il a dit que petit, il a rêvé d'aller. C'est pour cela, peut-être il est allé après les R, en fait, jusqu'à Londres. Oui, c'est ça. Je crois aussi. C'est un critère de choix. De choisir. Hein. Parce qu'enfin, il pouvait aller dans le pays. Exactement. Non, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, en fait. J'ai adoré. Et j'ai trouvé très intéressant le créole, voilà. Parce qu'il est vraiment super. Voilà. Il est là, il faut lui dire en direct. Bravo. J'ai adoré. Bon. Peut-être que tu viens avec nous et comme ça on finit. Viens. Juste pour dire un mot. Voilà, super. Voilà la lumière. Un mot. Bonsoir. Alors j'étais très content de cette expérience et quand vous avez ou tu as posé la question, comment on s'est rencontrés juste avant de faire le film, on s'est vu à Place du Châtelet. Et on s'est rencontrés, on s'est vu à Place du Châtelet. Et on s'est vu, on s'est rencontrés, on s'est vu à Place du Châtelet. Et 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 on s'est vu à Place du Châte
Et c'était parti. Et moi, je suis arrivée en retard, non? En retard. Bon, mais là, on est à l'heure et je propose qu'on s'arrête là. Merci à vous. Bravo. Merci à vous. Et merci à vous.